Hello, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à ceux qui sont déjà là. J'ai peut-être lancé un peu tôt. Mais du coup, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Du coup, pour l'instant, je parle dans le vide. C'est assez rigolo. Bonjour aussi, je le fais jamais. Mais première fois, on va dire bonjour à ceux de YouTube. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent plutôt sur YouTube. Puisque évidemment, ils n'ont pas le temps. Donc, bonjour à ceux-là. Bonsoir, bonne nuit. À quelle heure que vous regardez ça? Donc ici nous sommes réunis aujourd'hui, c'est bien entendu pour parler de nos plusieurs jeunes talents français extrêmement prometteurs. Certains sont très prometteurs, certains sont extrêmement prometteurs. Vous savez très bien de qui je parle notamment de Enzo Dellini, dont j'ai lancé la propagande sur Twitter depuis quelques mois désormais. Enzo Dellini, donc pilote de tout juste 15 ans, qui a été recruté par le Red Bull Junior Team, qui a attiré l'œil d'Helmut Marko et qui roulera en F4 espagnol. On a aussi Théophile Naël de Saint-Éloque, donc l'équipe française Saint-Éloque, l'équipe du GT qui fait sa première saison complète en monoplace. On a aussi évidemment Esteban Masson qui a eu une saison très compliquée l'an dernier et qui doit absolument se relancer. Là, c'est vraiment la saison, c'est maintenant ou jamais pour Esteban. Et on a évidemment beaucoup d'autres pilotes. Donc on va parler de l'Eurocup 3, qui est un nouveau championnat qui vient de se lancer, en concurrence un peu à la FRECA, à la Formule régionale européenne par alpine. Donc voilà, il y a aussi, on parlera de la F4 espagnole évidemment. On va pas passer sur tous les pilotes, puisque flemme un peu de faire les 31 pilotes. Mais on va quand même parler des principaux, de ceux qu'on devrait voir jouer devant, ou de ceux qui ont un nom prestigieux, puisque par exemple on aura Pablo Sarrazin, français, le fils de Stéphane. On aura Fernando Barrichello, fils de Rubens. Donc voilà. Comment je vais? Eh bien, je vais très bien. Déjà, je n'ai pas encore annoncé, mais du coup, ce week-end, je vais partir pour Spa-Francorchamps, pour suivre du coup les débuts d'Enzo Dellini, de Théo Finael, d'Esteban Masson. Je serai sur place dans le paddock, donc ça va être vachement sympa, j'avoue. Donc j'essaierai de vous faire suivre ça d'au plus près sur mon compte Twitter, donc Percy Wolf. Je peux pas faire de live, puisque bon, la connexion depuis Spa-Francorchamps n'est pas encore absolument folle. Mais du coup, oui, par exemple, ça sera la première fois que je vais voir Enzo Dellini. Genre, on s'est parlé pour l'instant par écran interposé, mais du coup, je vais pouvoir le rencontrer et voilà, je vais essayer de voir ce que je peux faire pour le compte Twitter, aussi peut-être pour Feeder Series, peut-être que quelques articles sortiront. Je sais pas vraiment, j'ai pas d'objectif précis vu que c'est pas les championnats dont je m'occupe. Je vais passer directement, vous avez l'habitude, vous savez désormais comment ça marche. D'ailleurs, c'est normalement, si je dis pas de bêtises, la dernière preview de la saison. On avait fait la preview de la Freca, on a fait la preview de la F2 et de la F3 avec Anthony Drevet. Ouais, Homero, pardon, il y aura bien une retransmission YouTube sur Percy VOD, mais j'avoue que si tu peux rester, moi ça me va. Mais non, il y aura bien une retransmission YouTube qui devrait sortir fin de soirée. Fin de soirée normalement. Ah, t'as bien fait de préciser du coup. Du coup, oui, il y aura bien une retransmission YouTube en direct des courses. Pas des qualifications malheureusement. À la fois F4 espagnol, Eurocup, tout sera diffusé sur YouTube. Même aussi peut-être pour la F4 espagnol, ce sera diffusé sur Twitch, la chaîne Twitch officielle du championnat. Mais normalement, Eurocup 3, F4 espagnol, tout sera sur YouTube. D'ailleurs, je vais en profiter pour mettre les horaires. Les horaires, puisque évidemment l'action commence dès demain. Donc, Vetespin qui nous dit: moi je propose qu'on fasse une preview du titre de Théo. Alors il reste quand même 10 week-ends. Il a peut-être pris la tête du championnat, Théo, mais voilà, il reste quand même. Il a 3 points d'avance sur Vesti. C'est très bien ce qu'il fait et tout, mais bon, je pense que c'est peut-être quand même. On est quand même. On s'avance peut-être un peu en disant que le titre est déjà gagné. Mais oui, je disais que ce sera sûrement la dernière preview de l'année, puisque voilà, on avait fait la Freca, on avait fait la F2, la F3, etc. On avait fait la F4 France, et bien évidemment. Et bah là, voilà, c'est les derniers gros championnats qui reprennent. En fait, après ça, on sera au cœur de la saison. Tous les championnats de Formule de promotion auront débuté.
Donc on sera vraiment, voilà, il y aura les podiums, il y aura les courses, il y aura les qualifications, voilà, tout aura commencé à se mettre en place. Mais là voilà, première manche de F4 espagnol, d'Eurocup 3. Donc vous voyez les horaires, il y a quelques essais libres jeudi après-midi. Et c'est vrai que ça va être chargé ce week-end avec toutes les catégories. Sur le compte de Feeder Series, on fait un tweet traditionnel chaque matin pour dire qu'est-ce que vous allez regarder ce week-end? Il y a ça, 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 ça. Et c'est vrai que ces dernières semaines, on oscillait plus autour de 4-5 championnats. Là, on est plus sur la dizaine. Alors, dans la dizaine, il y a des championnats comme la F4 japonaise. J'avoue que même moi, ça va peut-être vous choquer, mais même moi, je ne suis pas passionnément la F4 japonaise. Je sais, j'en déçois beaucoup, mais il faut que j'ai une vie à côté. Et puis, alors par contre, la F4 japonaise, sans blague, c'est quelque chose de très divertissant. Vraiment, c'est le divertissement à l'état pur. C'est du gros n'importe quoi. Il y a une vingtaine de pilotes quadragénaires, il y a des pilotes aussi talentueux. C'est un joyeux bordel, mais voilà, il y a beaucoup de compétitions ce week-end. Il y a la F4 espagnole, l'Eurocup 3 évidemment, il y a la F4 française, on va en parler plutôt en fin de live je pense pour revenir sur la bataille, la bataille qui va reprendre entre Evan Gilter et Kevin Foster dans Dragon. Alors Dragon, donc c'est le nom d'un pilote amateur indépendant de plus de 40-50 ans. Dragon, même s'il est emblématique pour le championnat, il gagne assez peu. Il gagne parfois dans sa catégorie, c'est vrai, mais il gagne quand même assez peu. Donc oui, il y a la F4 française avec Evan Gilter, Kevin Foster, il y a aussi la GB3, donc la F3 britannique, qui reprend avec beaucoup de pilotes très talentueux aussi. Il y a la F4 italienne, qu'on suivra moins intensément ce week-end évidemment. J'avoue que moi j'avais surtout suivi le premier week-end de F4 italienne pour suivre les débuts d'Enzo Dellini en monoplace, les débuts on avait suivi en live ensemble les qualifications F4 italiennes, c'était pas super bien passé pour Enzo, mais ensuite il a fait des remontées exceptionnelles en course qui lui a permis d'accrocher des points sur les trois courses auxquelles il a participé, donc vraiment très 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 solide. Donc c'était un très bon week-end, et là le deuxième week-end de F4 italienne, bah, j'avoue qu'on va sur ça d'un peu plus loin, voilà, il n'y a pas. Il n'y a pas de français, enfin si, il y a un français engagé, Raphaël Narak, mais qui a l'air quand même un peu moins prometteur. Et il y a beaucoup de pilotes faisant partie de l'académie de F1, James Wharton, Arvid Lindblad, Ugo Gochoku, beaucoup de pilotes qu'on verra dans les catégories supérieures. Euh, FC Lindblad? Ah ouais, moi non, je sais pas, je l'aime pas trop Lindblad. Je saurais pas dire pourquoi, je l'ai jamais rencontré, c'est horrible ce que je dis, mais je sais pas de feeling particulier avec Lindblad. Surtout que bah, il a un an de plus que Dellini et il est aussi dans le Red Bull Junior Team. Donc ça peut être un rival de Dellini. Donc non, pas FC Lindblad. En vrai, FC Taponen, hein. Moi, FC Taponen tous les jours, hein. Tous les jours. Mais ah ben oui, mais il est dans le Red Bull Junior Team. Bah oui, mais justement, c'est un rival d'Enzo Dellini. Non, non, non. Bon, on revient rapidement sur les horaires de ce week-end de F4 Espagnol Eurocup 3, où on aura donc des séances d'essais libres jeudi, un peu toute la journée de jeudi globalement. Il y aura un live timing à suivre, je vous donnerai le lien. Vendredi, on aura les qualifications et la première course de F4 Espagnol d'Eurocup 3. Les deux championnats, donc voilà, vous voyez les qualifications F4 Espagnol, le début vraiment du week-end démarrera vendredi à 12h10 pour la F4. L'Eurocup, ça sera à 14h25, puis ensuite on aura les courses qui seront retransmises en début de soirée, 16h30 pour la F4 espagnole et 17h20 pour l'Eurocup 3. Ensuite, une course le samedi en Eurocup 3, en F4 espagnol, et une troisième course le dimanche. Pour la F4 espagnole à 9h15. Ça sera juste après d'ailleurs la F4 française, après la troisième course de F4 française, donc ça fait un réveil matinal, mais un réveil bien chargé en émotions. Oui, c'est vrai, le week-end horrible de Tuca. Oui, c'est vrai que Tuca Taponen a eu un week-end très 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 compliqué en F4 italienne. Malheureusement, ça s'était très mal passé. Pas de rythme, pas vraiment d'explication non plus, mais bon, c'est vrai que la pépite finlandaise va vite devoir se reprendre pour garder ce statut de pépite. On va encore voir Kasper Stuka choque son week-end à cause de la malchance. Bah, attendez, je peux même vous. Attendez, Attendez, je peux même vous mettre. Parce que je vois bien, là, ça parle de F4 italienne. Alors que moi, je voulais parler de F4 espagnole. J'étais là, j'étais bonne ambiance. Et
Et là, vous voulez parler d'un championnat où c'est le bordel. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de trous. Donc c'est le classement des F4 italiennes. Il y a beaucoup de trous puisque à Imola, les pilotes ne faisaient que 3 courses sur les 4 du week-end. Heureusement, à Misano ce week-end, il n'y aura que 3 courses. Donc tous les pilotes, les 34 pilotes engagés participeront aux 3 courses. Ça sera très cool. Ça sera beaucoup plus simple aussi à comprendre les formats de qualification, les grilles de départ, comment c'est déterminé. Ça sera beaucoup plus simple. Alors évidemment dans le classement, on voit notre meilleur représentant français, Enzo Dellini, qui est 15e. Évidemment, il est occupé à Spa-Francorchamps pour la F4 espagnole. Mais on voit déjà, on avait vu les Prémas jouer beaucoup avec les Van Amersfoort, avec les US Racing en tête, mais au final, c'est quand même les Prémas qui sont devant et même largement devant, puisque voilà, les US Racing ont eu pas mal de petits soucis, des accrochages entre coéquipiers, comme chez Van Amersfoort, entre Badoer et Dominguez, beaucoup de malchance du côté de Casper Souka. Donc c'est vrai, voilà, ça va être intéressant de voir la suite du championnat pour tous ces pilotes. 34 pilotes engagés, on le rappelle, et donc Raphaël Narac, côté français, chez Air-Ace, pour l'instant 26e. Bon, voilà, pas beaucoup d'espoir non plus, mais on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Alors, je remets ça comme ça. Voilà. Oui, après, terrible pour Hugo Choupo, par exemple, en F4 italienne, un peu comme la F4 française à l'époque, c'est les 16 meilleurs résultats qui comptent. Donc, les pires résultats sont décomptés. Donc, on va dire qu'il a grillé un joker. Et ouais, Vettel Spin, le pilote alpine, c'est Mateusz Ferreira. Et c'est vrai que je l'attendais pas aussi haut, mais je pense que j'attendais pas aussi haut toute son équipe. Van Amersfoort, ils ont fait un gros step en avant comparé à l'an passé. Donc Ferreira en tant que tel m'a pas tellement impressionné, mais c'est plus toute l'équipe. Bon, assez parlé de F4 italienne, un championnat qui est quand même, je vais pas dire sur le déclin, mais depuis quelques temps, c'est quand même un peu troublé. La suprématie de la F4 italienne, c'est un peu troublé par la F4 espagnole, avec notamment Campos, MP, d'autres équipes qui viennent, comme Saint-Élope notamment, qui a préféré aller en F4 espagnole plutôt qu'en F4 italienne. Mais pour l'heure, on va s'attarder à l'Eurocup 3. L'Eurocup 3, c'est donc un nouveau championnat. Un nouveau championnat avec un Français engagé, Esteban Masson. 16 pilotes sont attendus ce week-end. Et on a un calendrier très sympa, en dehors du fait qu'il ne passe pas en France. Le calendrier très sympa, assez international, assez européen, avec des manches en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal et bien évidemment en Espagne, puisque c'est un championnat créé par les équipes de F4 espagnoles avant tout. Donc c'est là évidemment pour concurrencer l'Afreca. La voiture, le châssis est le même qu'en Freca, mais avec un nouveau kit aérodynamique pour faciliter, on l'espère, les dépassements. Donc il y a moyen qu'on ait un championnat assez sympa. Et au niveau des pilotes, alors ouais, c'est pas l'Afreca. Il n'y a pas de Andrea Kimi Antonelli, il n'y a pas de Raphaël Camara, il n'y a pas de Tim Tranitz, de Matteo Capieto, il n'y a pas de... Ouais. Mais pour une première saison, avoir 15 pilotes, 15 pilotes et normalement 16, a priori le championnat attend 16 pilotes pour cette première manche, c'est quand même pas mal. C'est vrai que le niveau global du championnat est pas si ouf, mais par exemple la F4 espagnole a commencé son histoire il y a environ 7 ans, c'était en 2016, il n'y avait que 6 pilotes à l'époque, maintenant il y en a 31 ce week-end. Donc pour une première saison, accueillir autant de pilotes c'est très positif, avec quand même des équipes de premier plan comme MP, comme Campos, il y a Drivex, il y a aussi GRS et Palou Motorsport. Donc Palou Motorsport qui est tout simplement l'équipe dirigée par Alex Palau, donc le pilote d'IndyCar, champion de Super Formula, qu'on avait vu en GP3 il y a quelques années. Il se battait avec Ocon, non, il se battait pas vraiment, il était un peu derrière quand même, mais il était dans le même championnat qu'Ocon en 2015. Mais donc voilà, Alex Palau qui fait son retour dans la monoplace européenne en tant que président d'équipe. Il ne roulera pas bien évidemment. Mais donc voilà, il y a quand même un plateau assez sympa et avec une annonce, c'est vrai, Mari Boya, qui a été annoncé chez MP Motorsport. Mari Boya, si vous suivez la F3, si vous suiviez la Freca l'an dernier, vous connaissez son nom. Vettel Spin qui nous demande qu'est-ce qu'il va faire là. Globalement, je vois ça comme gratter des points de super licence, gratter de l'expérience
et de la confiance. Puisque normalement, Mari Boya, c'est un pilote de Formule 3 FIA, un pilote de F3 qui roule déjà avec MP. Il a déjà 2 saisons de Freca dans les pattes, une avec Van Amersfoort, une avec ART puis MP Motorsport l'an dernier. Et là, c'est globalement la même voiture qu'en Freca, donc il aura un avantage, il connaîtra déjà la voiture, mais avec des petites modifications. Donc globalement, je pense qu'il est là pour jouer le titre, pour gagner, pour prendre de la confiance et tout. Il a une saison quand même l'an dernier assez compliquée, qui avait bien débuté chez ART, mais au final il n'a pas vraiment existé face à Gabriel Emini. Il est passé chez MP, c'était pas si fou, mais il savait qu'il y avait un deal pour passer en Formule 3 derrière. Donc pour moi, Mari Boya, c'est le favori. C'est le favori. Et il fait la saison entière. Il ne fera pas, par contre, le deuxième round à Aragon, à Motorland Aragon, puisque le 27-28 mai, comme vous le voyez, bah, c'est pendant la course, enfin le week-end de F3 à Monaco. Donc entre F3 et Eurocup 3, il y a quand même la priorité à F3, mais sinon il fera le reste de la saison. Et c'est vrai que c'est un peu embêtant pour notre Français Esteban Masson, qui est aligné chez Campos. Il avait testé pendant l'hiver avec DriveX, avec Campos. Au final, il a signé chez Campos, qui devrait jouer devant. Campos, malheureusement, contrairement à MP, n'a pas l'expérience de la Freca. Ils vont découvrir cette voiture de Formule régionale, donc on va voir comment ça va se passer. Les essais étaient plutôt rassurants, Masson jouait devant. Mais voilà, il y a quand même avec Mari Boya, il y a un top 3 qui se détache selon les quelques jours de test qu'on a vu avec Esteban Masson et aussi Sébastien Haugaard. Sébastien Haugaard, on le connaît très peu, hein, même moi, enfin voilà, je le connais très peu, mais il a quand même un palmarès assez sympa, vice-champion de F4 espagnol. Il a fait de l'Euro Formula l'an dernier. Et il était avec Van Amersfoort Racing, qui est parti en cours de saison parce qu'ils étaient trop loin de l'équipe dominante, Motopark. Et malgré ça, Sébastien Haugaard, il a réussi à gagner une course. C'était le meilleur pilote de Van Amersfoort. Donc voilà, ce sera un pilote sur lequel il faudra compter chez MP Motorsport. Notre ami Nick Gilks. Alors c'est vrai, Nick Gilks, ancien pilote de GB3 canadien, petit frère de Megan Gilks, engagé en F1 Academy chez Carlin, très présent sur le Discord de Feeder Series, hein, pour ceux qui sont présents sur le Discord. Alors il est très sympathique, c'est vrai, mais j'ai quand même du mal à le voir jouer le titre. Jouer les podiums, pourquoi pas, parce que voilà, comme je l'ai dit, le plateau est pas si élevé. Mais voilà, le titre, ça va être. Enfin, je place quand même pas mal de pilotes au-dessus. Mais c'est vrai qu'il est très sympathique. Et canadien, voilà, c'est une nation frère de la France. Donc allez, on le soutient. On le soutient. On a aussi, c'est assez rare pour le souligner, on a Souleymane Zanfari, donc un pilote marocain, même de façon plus générale, un pilote maghrébin. Percy, quand il pense qu'un pilote est moyen, il commence toujours par dire qu'il est sympa. Mais c'est tellement vrai en plus. Bah, tu vois, pour Oliver Goethe, lui, je le connais pas. J'ai jamais dit s'il était sympa. Mais là, Nick Gilks, en tout cas, il est sympa de ce qu'on voit sur les interactions sur Discord. Mais sinon, par exemple, je l'ai jamais croisé dans la vraie vie. Mais c'est vrai, tu m'as percé à jour. Très, très, très bien vu. Et non, sinon, il y a Souleymane Zanfari dont j'avais envie de parler. Seul pilote marocain des formules de promotion, seul pilote maghrébin, si je dis pas de bêtises, des formules de promotion, puisqu'il n'y a pas d'autres. T'as percé. Oui, il n'y a pas d'autres pilotes maghrébins dans les formules de promotion, si je dis pas de bêtises. Qui a fait 3 saisons en F4 espagnol. Il avait fini 7ème l'an dernier. Et donc, du coup, il monte maintenant en Eurocup 3. Pas beaucoup d'espoir à avoir, surtout qu'il était quand même malheureusement assez loin pendant les essais. Mais 7ème de F4 espagnol, vu le plateau de l'an dernier avec Tsolov, Barter, etc. C'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. Évidemment, il en était à sa 3e année d'expérience. Il était dans un top team.
Voilà, c'est pas le talent générationnel, mais c'est un bon pilote qui pourrait avoir une jolie carrière professionnelle après. Donc, on va voir ce que ça donne pour Souleymane Zanfari. Donc, voilà, premier pilote marocain, unique pilote africain du championnat. On a aussi Francesco Braschi chez Campos, qui avait beaucoup testé avec Saint-Éloque en Freca. Finalement, il a fait le choix de l'Eurocup 3. Peut-être qu'il savait que ça serait plus facile de jouer devant. Il a préféré jouer devant en Eurocup 3 plutôt que milieu de tableau en Freca. Voilà. Sinon, il y a beaucoup de noms qu'on va, qu'on va passer rapidement. On a le Thaïlandais Tassanapol Intrapufasak qui a la sympathique habitude de gagner le premier week-end ou de faire podium. Par exemple, il avait gagné la première course de F4 espagnol et de disparaître le reste de la saison et d'être nulle part, mais de gagner la première course et de disparaître. Il a fait pareil en Formule régionale Moyen-Orient cet hiver, avec un podium, je crois, sur le premier week-end, et on l'a plus revu. C'est une énigme, le pilote thaïlandais. Ouais, Sébastien Fernandez en F3 il y a 3 ans, c'est ça. C'est ça. Sauf que lui, vraiment, ça lui arrive dans plusieurs championnats. Ouais, Javier Segrera chez Palom Motorsport est plutôt bon. En GB3, il avait fait plusieurs podiums. Il est très sympathique. Non, non, je sais pas vraiment. Ses résultats en GB3, il a fait 2 saisons en F3 britannique et c'était pas non plus si enthousiasmant sur la deuxième année. En fait, on n'a pas vu de réelle progression face à l'année précédente. Donc, bon, je suis pas super convaincu. Et chez GRS, on aura, donc c'est pas du tout la gymnastique rythmique et sportive, on a Chen Yuhan, le pilote chinois protégé de Fernando Alonso. Pourquoi Fernando Alonso, il a décidé dans son agence A14 de management, etc., de coaching aussi. Dans cette agence, il y a Nicolas Tsoloff, il y a Gabriel Bortoleto, le leader de la F3, il y a Pepe Marty, il y a Clément Novalak, et il y a Chen Yuhan, qui n'a rien montré dans sa carrière, aussi bien en karting qu'en F4, qu'en Formule régionale. C'était d'ailleurs l'un des coéquipiers de Masseo Capieto l'an dernier, et bah on l'a pas beaucoup vu. Il était très loin, mais c'est une sorte d'influenceur sur internet, genre, je sais pas pourquoi, voilà, il a l'air de bien aimer la mode et tout. Il y a Nerea Marti ou Marta Garcia chez A14. Euh, Ça me dit rien comme ça. Peut-être Nerea Marti, mais je suis pas sûr. Tu me poses une colle. Tu me poses une colle, là je suis pas sûr. Ouais, peut-être, je dirais Nerea Marti. Ouais, voilà, Nerea Marti. Euh, Allez, on passe maintenant à. Je voulais faire un focus évidemment sur Esteban Masson qui joue une saison, peut-être la saison décisive dans sa carrière. C'est maintenant ou jamais vraiment. Donc Esteban Masson, comme je l'ai mis sur l'écran, né le 18 septembre 2004, donc déjà 18 ans. Donc alors déjà 18 ans, je vais le faire, je vais le faire passer pour un vieux là, mais déjà 18 ans et il n'est pas encore en F3. Il serait temps que les choses s'accélèrent. Par exemple, il a à peu près le même âge qu'Isaac Adjar qui est déjà en F2. Esteban Masson, donc voilà, né à Montréal. D'ailleurs, il a double nationalité franco-canadienne. Il est bien sous licence française, malgré les petits doutes qu'il y a eu en début de saison avec une mauvaise annonce de la part du championnat. Champion F4 française 2021, on s'en rappelle, à l'issue d'une bataille homérique face à Masseo Capieto à Manicourt, qui s'était tenue jusqu'au dernier tour et même au-delà avec dans les salles des commissaires de course. Et voilà, il avait le vent en poupe, il avait tout le monde derrière lui, il y avait la FFSA derrière lui et 24e de Freca. 24e de Freca avec FA Racing, où il a été assez bien battu par Victor Bernier. Et surtout, en cours de saison, grâce à ses soutiens, il a réussi à négocier un baquet pour monter chez Art Grand Prix en remplacement de Marie Boya, justement. Et ça s'est passé encore moins bien, avec 0 point de marqué pour Esteban Masson. Il n'y a pas vraiment l'explication de cette disparition, de cette non-performance. Après, ça peut être plein de choses. Ça peut être, il n'était pas à l'aise, je sais pas, avec l'équipe, ou alors voilà, en manque de confiance et tout. Le mental peut jouer énormément.
ou des réglages un peu compliqués. C'était aussi compliqué pour l'autre coéquipier, Laurens Van Oppen, qui était un peu nulle part non plus en fin d'année dernière. Euh, voilà, maintenant il repart d'une feuille blanche, il part en Eurocup 3 et maintenant il faut. Maintenant, je ne sais pas si on peut attendre de lui qu'il gagne le titre, vu qu'il y a quand même Marie Boya devant, qui a beaucoup plus d'expérience, qui est déjà en Formule 3. Euh, mais au moins jouer le titre, gagner des courses, gagner, enfin voilà, retrouver la victoire, retrouver le goût du champagne sur les podiums, quoi. Voilà, ça peut totalement le relancer, un peu à la manière de mon cher Oliver Goethe, qui était nulle part en Freca en 2021. Puis ensuite, il était passé en Euroformula dans un championnat d'un niveau beaucoup plus moyen comparé à la Freca. Et il avait roulé sur les autres pilotes, il avait gagné le titre. Et il a réussi grâce à ça à passer en F3 chez Trident. Et maintenant, il joue devant, il joue les podiums. Donc ça peut totalement remobiliser un pilote de gagner un championnat, même si c'est de plus faible niveau. Salut Raiko Junior dans le chat. Ouais, exactement Vettel Speed, le week-end où Mari Boya est pas là, faut tout maximiser. C'est vrai que du coup Mari Boya ne fait pas toutes les manches, il va louper la deuxième manche puisqu'il y aura clash avec la F3 à Monaco. Euh, donc oui, il va falloir marquer le plus de points à ce moment-là puisque Mari Boya c'est le favori ultime. Oui, c'est vrai, en parlant d'Euroformula, on a eu un beau week-end de course. Alors j'ai pas vraiment vu les courses, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Et bah, mais globalement, en fait, du très peu que j'ai vu l'an dernier, l'Euroformula donne toujours quand même des jolies courses. Je me rappelle à Monza notamment, il y a pas mal de batailles en piste, beaucoup plus qu'en Freca, mais c'est juste que le plateau est très faible. Le plateau est assez moyen, malheureusement. Voilà, il n'y a que 3-4 pilotes qu'on peut peut-être imaginer un jour en F3 et peut-être pas vraiment grâce au talent. Et voilà, il y a très peu de voitures engagées, mais sinon c'est un championnat et c'est une voiture super bien réussie qui offre toujours des super courses, mais il n'y a que 10 voitures grand max, donc c'est un peu dommage. Pour revenir à Esteban Masson, à Homero qui nous dit il paraît très limité quand même. Très limité, ça me semble un peu violent. On parle d'un champion de France de F4, surtout de quelqu'un qui a quand même battu Matteo Capieto, qui a battu Hugh Barter. On n'en parle pas assez, mais il a battu Hugh Barter. Ils sont très sympas les pilotes de Formule 1. J'en étais où il a battu Hugh Barter, il a battu même Owen Tangavelou, des pilotes comme ça, donc Alessandro Giusti, qui était plus jeune évidemment. Donc il a quand même battu des pilotes qui ont montré des choses dans la suite de leur carrière. Hein. Barter, Capieto, même Giusti, hein, qui a déjà marqué des points pour son premier week-end avec l'une des pires équipes en Freca. C'est très solide. Esteban Masson, il y a un potentiel. Maintenant, c'est vrai que se foirer comme ça sur une première année de Freca, c'était pas dans le plan. C'était pas dans le plan et qu'il a. C'est vrai que là, il a vraiment perdu une année et il faut maintenant se relancer et en gagnant le titre, en jouant le titre en Eurocup 3, ça peut totalement lui ouvrir les portes de la Formule 3 FIA, j'ai aucun doute là-dessus. Il a les soutiens quand même, il a des soutiens, il a un manager assez influent, Didier André, un ancien pilote, qui peut le permettre d'accéder à certains sièges, comme celui qu'il a eu en cours de saison avec Art Grand Prix, qui était peut-être pas vraiment mérité, mais voilà, Esteban Masson est très bien entouré. Donc vraiment, s'il arrive à tout mettre en place sur la piste, à gagner, il y a vraiment moyen pour qu'il monte plus haut. Il y a vraiment moyen, peut-être en F3 chez Campos. C'est vrai que vu qu'il a rejoint Campos, ça paraît l'option la plus évidente. Mais voilà, en tout cas, il a son destin entre ses mains, en tout cas, je pense. Avant de passer à la F4 espagnole, qui est quand même le gros du live, j'ai envie de dire, petite parenthèse pour la F1 Academy, puisque je sais qu'il y a des gens qui en ont parlé dans le chat. La F1 Academy, on en a parlé en long, en large et en travers lundi, donc lundi dernier avec Tim, de Feu Formula. On en a parlé, tout est dispo sur la chaîne YouTube Percy VOD, donc n'hésitez pas, petit moment d'auto-promo hein, pendant ce live. Donc n'hésitez pas. Et exactement, la propagande des lignes arrive. Tenez-vous prêts. Alors, donc la F4 espagnole, c'est un championnat majoritairement espagnol. Oui, je sais, personne ne pouvait s'y attendre, mais voilà, il y a 5 manches en Espagne et 2 à l'étranger. La première à Spa-Francorchamps et la deuxième à Estoril qui remplace Portimao. Je sais pas vraiment pourquoi, mais Estoril remplace Portimao au calendrier.
Une question d'Homero qui nous demande où on peut trouver le calendrier de la F4 France ce week-end. Ouais, je te passe ça. Je mets ça dans le chat. Ouais, si, c'est bon. Hop. 2 secondes, je réponds à mes fidèles followers. Hop. Voilà. De toute façon, même si le lien marche pas, je mettrai les horaires. J'ai une, deux diapos sur la F4 France à Manicourt à la fin du live. Mais pour l'instant, on est sur la F4 espagnole qui débute ce week-end à Spa-Francorchamps, donc un circuit quand même assez mythique, assez costaud, hein, quand même pour peut-être sûrement le circuit le plus compliqué, hein, peut-être pour commencer la saison, avec notamment Campos Racing, les tenants du titre, et ils ont roulé sur la concurrence l'an dernier. Avec Nicolas Tsoloff, qui a remporté 2 tiers des courses, Hugh Barter, qui a gagné 5 courses, si je ne m'abuse. Voilà, il n'y a que 2 courses qui ont échappé à Campos et au duo Tsoloff-Barter l'an dernier. Tsoloff champion, Barter vice-champion. Donc c'est assez phénoménal quand même la domination de Campos l'an dernier. Ils reviennent avec un line-up de 6 pilotes très ambitieux, avec beaucoup de talent. En fait, on pourrait théoriquement voir les 6 jouer devant, en fait. Donc on a Jesse Carrasquedo, protégé de Sergio Pérez d'ailleurs, qui entame déjà sa 4e saison de Formule 4, qui avait beaucoup de faits de Formule 4 au Mexique, puis au Danemark, puis enfin en Espagne. Il a eu une carrière un peu perturbée malheureusement par des soucis de santé, mais a priori c'est bien revenu, tout va bien pour lui maintenant, c'est derrière lui. Donc voilà. Ouais, 4 saisons en F4 puisqu'il a commencé à genre 13 ans, puisque au Mexique, on autorise les pilotes de 13 ans, puisque c'est rigolo quoi. Écoutez, hein. Et du coup, les dernières années, c'était des saisons partielles à cause des soucis de santé qu'il a eu. Malheureusement pour lui, son plafond de verre a l'air quand même assez bas en F4 Emirati, ou même il a fait la F4 italienne comme Enzo Deini, comme Matteo De Palo, comme d'autres. Il a fait la F4 italienne il y a 2 semaines, ça s'est pas super bien passé. Enfin alors, il a peut-être, oui, ici, il a marqué un point quand même, mais il n'a pas été vraiment très impressionnant au vu de l'expérience qu'il a, surtout quand son coéquipier Alfio Spina a marqué un podium quand même. On a Matteo De Palo, 15 ans et italien, qui est une très bonne surprise. Donc il sera rookie en F4 comme Enzo Deligny, on va en parler bien évidemment plus tard. Matteo De Palo qui a fait les Formula Winter Series et qui a gagné dès sa première course, qui a mis une pilule à Nerea Marti. Campos avait décidé d'aligner Matteo De Palo et les pilotes de F1 Academy en Formula Winter Series, donc c'est un championnat hivernal de F4 qui se déroule en Espagne. Et Matteo De Palo avait gagné quand Nerea Marti et Lola Lovinfos et Maite Caceres avaient vraiment galéré. Donc Matteo De Palo, ça a l'air très solide et il va être vraiment à surveiller. Je ne le vois pas jouer le titre, puisqu'il y a des pilotes quand même beaucoup plus expérimentés, je pense, qui devraient normalement être devant. Mais Matteo De Palo, clairement à surveiller. On l'avait pas tellement vu en karting. Voilà, c'était pas l'un des noms principaux de la scène internationale de karting. Mais écoutez, il est là. Enzo Deligny, on va en parler un peu plus dans quelques minutes, puisque j'ai toute une diapo dédiée au grand, à l'immense, à l'unique, à Enzo Deligny, le pilote Red Bull. On a Andrés Cardenas, le pilote péruvien protégé d'Alonso, donc à travers l'agence A14 comme Chen Yuran par exemple en Eurocup 3. Andrés Cardenas qui avait remporté en karting les FIA Motorsport Games de façon assez controversée, où globalement le pilote français Jules Caranta s'était fait pénaliser de manière sûrement a priori beaucoup trop excessive, et que la victoire était revenue au péruvien Andrés Cardenas. En dehors de ça, assez discret quand même durant les tests, mais pas dégueulasse non plus, quoi. Il a l'air sympathique. Ensuite, on a Christian Ho, pilote redoublant et protégé de Nicolas Todd, donc avec l'agence All Road Management, comme Charles Leclerc, comme beaucoup d'autres pilotes qui m'échappent, James Wharton par exemple, au hasard. Voilà, Christian Ho de Singapour, qui avait fait 13e l'an dernier,
avec quelques top 5 avec MP Motorsport. Cette fois, il passe à l'équipe rivale Campos. Il a été très en forme sur les derniers essais, alors il était un peu anonyme pendant l'hiver. Et là, très très solide, donc il va falloir le surveiller. Ensuite, on a Noah Strømstred, 16 ans, du Danemark. Troisième saison, car il avait commencé en 2021. Il avait commencé en 2021 en F4 danoise qui autorise les pilotes de 14 ans. Il avait loupé les 2 premières manches de la saison, donc il avait loupé le premier tiers de la saison. Et malgré ça, il avait fini vice-champion en gagnant presque toutes les courses devant le fameux Mats Ho, la légende de la F4 danoise. Mais donc il avait fini vice-champion et ensuite il a dû attendre ses 15 ans pour faire ses premières apparitions en F4 espagnol l'an dernier avec une première pole position. Donc il est très rapide. Ce gars, c'est un ovni. Noah Strømstred, c'est un ovni. Il n'a pas fait de karting, il n'a presque pas fait de karting durant sa carrière et il a testé beaucoup de F4 ou des voitures radicales, des voitures radicales dès l'âge de 10-11 ans et sur un tour, il est très très fort, vraiment, puisqu'il a testé, mais par contre en course, c'est là où c'est plus compliqué, ou en tout cas ça avait été plus compliqué en fin d'année dernière, où il y avait eu pas mal d'accrochages et où il était très timide ou trop fougueux lors de ses batailles en piste. Il est bon pour tout à part quand il faut courir contre d'autres pilotes. C'est méchamment dit, mais c'est vrai. C'est vrai. Après, voilà, il est encore très jeune, comme tous les pilotes de F4. Il est très jeune et voilà, il y a énormément. Il peut totalement progresser sur ça, hein. Il a réussi à apprendre à être rapide sur un tour. Il peut apprendre à gérer les batailles en piste, etc. En F4 Emirati, cet hiver, il avait fait la saison entière de F4 Emirati. Ça avait été un peu compliqué. C'était un peu en demi-teinte. Il avait fait seulement 9ème avec un podium quand on attendait beaucoup plus de lui, en fait. C'était pas catastrophique non plus, mais on est vraiment resté sur notre fin. Et même pendant les essais, on l'a pas tellement vu comparé à Christian Ho ou, habile transition, à Enzo Dell'Igny. Enzo Dell'Igny qui a été très impressionnant pendant les essais, qui a donné une grosse impression en interne. Enfin, en tout cas, les ingénieurs de Campos eux-mêmes étaient vraiment très impressionnés par les temps autour, par l'attitude d'Enzo Dell'Igny dans le garage. Donc on rappelle, pilote Red Bull Junior, né le 17 avril 2008 à Shanghai, donc pilote franco-chinois. Je vois que évidemment, ma propagande a payé et qu'il y a des fans d'Enzo Dell'Igny dans le chat. Donc voilà, double nationalité franco-chinoise, des tests très prometteurs. Évidemment, il a un gros palmarès en karting alors qu'il n'était pas avec l'une des meilleures équipes, il était avec Parolin. Parolin qui était précédemment mené par James Wharton, par exemple, en 2021, donc qui est quand même pas le premier venu. Et James Wharton avait fini la saison 23e, 24e du championnat d'Europe. Enzo Dell'Igny, il a fini 4ème. Il a fini 4ème, c'était sa première saison dans cette catégorie, c'était très impressionnant. Et évidemment, il a reçu des propositions de Junior Team de F1, il a choisi Red Bull. Ça s'est mis en place très rapidement, voilà, les essais se sont très bien passés, aussi bien sur le sec que sur le mouillé. En tout cas, il n'y a pas eu beaucoup d'essais sous la pluie, mais il avait été assez intéressant aussi. Évidemment, on en a parlé il y a 2 semaines quand il a fait ses débuts en F4 italienne chez AKM Motorsport. AKM Motorsport, qui est une toute petite équipe de Saint-Marin, dirigée par Marco Antonelli, le père d'Andrea Kimi Antonelli. Et l'an dernier, l'équipe n'avait pas marqué le moindre point. Donc depuis la nouvelle génération de voitures de F4, AKM n'avait pas marqué le moindre point. Enzo Dell'Igny, il débarque, 0 expérience, 0 départ en F4, 0 expérience des pneus Pirelli, puisque c'est des pneus Hankook qui sont utilisés en F4 espagnol. 2 jours de test quand même du circuit d'Imola, soit bien moins que le nombre de jours de test de ses rivaux qui poncent ce circuit depuis l'automne dernier pour se préparer. Il arrive, 10ème, 8ème, 10ème, ça dégage, 6 points. 6 points et pour l'instant 15ème du championnat. Évidemment, ça va pas durer très longtemps vu que c'est sa seule apparition du championnat a priori. Mais donc voilà, donc premier pilote pourra quand même à marquer des points. Grosse impression en interne comme je l'ai dit, mais voilà, le problème principal c'est surtout
au vu de la course au titre, son manque d'expérience. Ça peut peser face à des pilotes comme Valerio Rinicella chez MP, comme Pedro Clerot chez MP aussi, comme Noah Stromsted, son coéquipier, comme même Christian Ho qui a déjà une saison dans les pattes. Enzo Deligny, c'est l'un des pilotes les moins expérimentés de tout le plateau. Le pilote le plus jeune, évidemment, vu qu'il vient tout juste d'avoir 15 ans. Euh, donc c'est vrai que dans un monde idéal, il prend le titre et let's go. Mais ça va quand même être assez compliqué. Euh, et globalement, dans ce qu'il disait dans sa colonne pour Feeder Series, dans son édito pour Feeder Series, puisque évidemment, je l'ai un peu mis sous contrat hein, avec Feeder Series, c'est que voilà, dominer les manches, les courses à Spa-Francorchamps, ça lui irait très bien, mais que de façon plus réaliste, son objectif c'était de devoir jouer devant, ouais, voilà, de jouer les premières places, d'être dans le bon groupe, dans le groupe de tête, en train de jouer devant, c'est ça. Donc c'est tout ce qu'on peut lui espérer, tout ce qu'on peut lui espérer, tout ce qu'on peut lui. C'est pas très français. Bon, vous avez compris ce que je voulais dire. Raiko Junior qui nous demande dans le chat, tu sais pourquoi il a fait le choix de la F4 espagnole? Ouais, puisque il en avait parlé il y a quelques mois à Feeder Series et donc à moi. De base, il partait sur la F4 française. Il partait sur la F4 française, c'est quand même la F4 la plus abordable. En plus, rouler en France, c'est quelque chose qu'il aurait bien aimé faire, puisqu'il a très peu, il n'a jamais vécu en France en fait. Il a toujours vécu en Chine, puis aux États-Unis, puis en Italie. Il aurait bien aimé être en France, mais Campos, ils sont arrivés, ils ont demandé à Nicolas Tsoloff, donc leur pilote numéro 1, le tenant du titre, si Nicolas Tsoloff, s'il avait une suggestion d'un pilote et tout pour le remplacer en vue de l'an prochain et tout, s'il avait des idées pour les pilotes de kart. Et Nicolas Tsoloff, il a dit j'ai mon pote là, Enzo Deligny, il est pas mal en kart. Hein. Donc Campos, ils se sont dit, bah écoute, Enzo, tu peux venir. Et du coup, voilà, Enzo Deligny a bien évidemment accepté. Donc c'est un très beau contrat en tout cas qu'il a signé avec Campos. Surtout Campos, c'est quand même l'équipe dominante, ou en tout cas l'une des deux équipes dominantes de la F4 espagnole. C'est aussi, par rapport à la F4 française, ça veut dire aussi travailler avec des ingénieurs, travailler avec toute une entité, toute une équipe professionnelle. Et ça veut dire aussi créer des premiers liens avec Campos, avec les équipes dans le paddock. Et c'est pour ça qu'en 2024, tout peut s'ouvrir à lui. Par exemple, on peut imaginer, par exemple, une deuxième année de F4 avec peut-être plusieurs championnats de F4. On ne sait jamais si voilà, il est pas aussi, si la première saison n'est pas aussi incroyable qu'on peut l'espérer. Il pourrait aussi tout simplement monter en Freca, ça serait l'étape logique. J'ai écarté la Formule 3 FIA puisqu'il n'aura pas l'âge requis. La saison débute en mars, lui il a 16 ans en avril. Enfin, il aura 16 ans en avril. L'Eurocup 3 pourrait être une option vu que voilà, il est chez Campos. Campos a l'air vraiment de le tenir en haute estime. Ça pourrait être une option. Ou peut-être que Red Bull préférera l'envoyer en Grande-Bretagne, se former en GB3, en F3 britannique. Vraiment, je pense que voilà, Enzo Deligny a plusieurs options à lui, qui s'offriront à lui s'il fait des bonnes performances. J'adorerais qu'il gagne le titre, évidemment. Mais voilà, il y a beaucoup de concurrence et au vu de son expérience, je sais pas si c'est raisonnable, si c'est réaliste, etc. Mais on ne sait jamais. Il a déjà impressionné son monde en karting. Il a impressionné son monde lors des essais. Il a impressionné son monde en F4 italienne il y a 2 semaines. Écoutez, voilà. Et puis, évidemment, il est très bien entouré. On rappelle que son manager, quand même, c'est pas le premier venu encore. C'est Guillaume Le Goff, manager de Pierre Gasly depuis des années. Donc, j'ai quand même tendance à faire confiance à son manager qui a quand même de l'expérience, qui a de la bouteille dans le milieu pour faire les bonnes décisions pour Enzo Deligny. Écoutez, maintenant qu'on a passé ce dédicace à Jérôme Emeline Fourchère, bah, c'est toujours compliqué, hein, enfin pour les petites digressions, mais c'est vrai que pour les pilotes, pour les pilotes ou même pour les sportifs de manière générale, on sait que s'entourer de sa famille pour les choix de carrière, enfin, en tant que du côté manager, du côté communication, c'est
peut-être pas vraiment le meilleur truc à faire. C'est le choix qu'a fait Théo Pourchère. Il s'en sort quand même globalement très bien. C'est vrai qu'il y a des petits couacs de communication de temps en temps, mais c'est vrai que par expérience, j'ai tendance à préférer la voie qu'a choisi par exemple Isaac Adjar, qui s'est entouré de managers professionnels, ou d'Enzo Deligny encore. Mais c'est pour avoir une communication un peu plus professionnelle, j'ai envie de dire. Et oui, d'ailleurs, on va parler d'un peu de toutes les équipes, on va parler de Carline rapidement, mais oui, il y aura bien les trois Carlines à Spa-Francorchamps. C'est une grosse surprise. Alors j'en reparlerai un peu, puisque le deuxième de F4 britannique va aller en F4 espagnol. Donc il va louper une manche de F4 britannique alors qu'il est deuxième. Bon, on en reparlera. Mais donc voilà pour cette partie sur Enzo Deligny. On lui souhaite évidemment tout le meilleur. On verra comment ça se passe à Spa-Francorchamps. Voilà, s'il peut être voilà, top 5 du championnat, top 3 vraiment, ça serait vraiment très solide. Et top 3, ça lui permettrait vraiment de passer à la catégorie au-dessus sans aucune contestation en vrai. Donc c'est vrai, un top 3 au championnat, ça serait déjà excellent. Puisque, alors oui, on a parlé de Noah Stormstred, de Cristiano, etc. Mais il y a aussi MP Motorsport. MP Motorsport qui était vraiment l'équipe super dominante ces dernières années, avec Kassaver Court par exemple, avec Dylan Ovantov, champion en 2020, en 2021. Et en 2022, bah, il y a eu un flop. Il y a eu un flop et pourtant le line-up était... Attends, c'est vrai? Attends. On me dit dans le chat que Pierre-Louis Chauvet a été annoncé avec DriveX. Alors Pierre-Louis Chauvet a déjà été annoncé avec DriveX en tant que coach, coach pour les pilotes avec Nick Gilks. Twitter Eurocup 3, attends. Alors c'est vrai qu'on pouvait s'y attendre un peu, enfin, dans le sens où il avait fait quelques journées d'essai. Donc il est surtout là, je pense, Pierre-Louis Chauvet pour, euh, pour servir de voiture référence, un peu par exemple comme Adrien David l'avait fait avec Harris en F4 italienne en fin d'année dernière, pour montrer de quoi la voiture était capable. Le tweet met un peu de temps à s'afficher. Et donc du coup on va bien avoir 16 pilotes en Eurocup 3 et donc 2 Français. Évidemment pour Pierre-Louis Chauvet, attendez, je vais vous remettre plutôt le line-up d'Eurocup 3. On va revenir à la F4 Espagne très rapidement, mais du coup, en plus de Boya, de Masson, de Sébastien Hogard, du coup c'est bien ça, on a Pierre-Louis Chauvet. Pierre-Louis Chauvet chez DriveX, donc c'est ça, vraiment ça va être pour donner une référence. Au pilote DriveX. Je ne pense pas qu'il fera toute la saison par exemple, mais c'est intéressant de voir qu'il garde quand même un pied en monoplace en tout cas. Donc on aura bien 2 Français engagés avec Esteban Masson. Esteban Masson qui va essayer de jouer le titre, de passer en Formule 3 dans le futur. Et donc Pierre-Louis Chauvet pour son équipe DriveX. On repasse sur l'histoire retiendra que j'ai vécu cette annonce en mangeant une saucisse purée. Et ben écoute, on est très content pour toi et TSP. L'histoire retiendra que moi, je buvais une bouteille d'eau et je faisais un live. On passe maintenant à MP Motorsport, donc deuxième l'an dernier. Ça avait été très compliqué face à Campos avec Timoteusz Kucharczyk, protégé de Orlen, donc le pétrolier polonais soutien historique de Robert Kubica, et Kirill Small qui venait de F4 italienne, qui venait d'une 3ème place de F4 italienne. Bah, au final, ça a fait un peu flop. Alors, le polonais a fait une saison très remarquable en tant que rookie. Il avait fait 3ème, ce qui lui a permis de passer en F3 britannique l'année d'après. Enfin, cette année, je veux dire. Et Kirill Small a fait seulement 4ème. Mais globalement, c'est vrai que MP a été en retrait par rapport au duo Tsolov-Barter qui a tout écrasé sur son passage. Donc là, MP va falloir se ressaisir. Heureusement pour eux, ils ont un line-up très solide. Je ne sais pas si c'est aussi solide que Campos, mais voilà, il y a des atouts très importants. Alors, on va passer rapidement sur Alvise Rodella. Pas grand chose à dire dessus. Ça devrait jouer derrière normalement. Merci à Benji Did pour le follow. Salut à toi. Donc Alvise Rodella, on s'attend pas à grand chose de lui. Par contre, on a Kinou Al-Azari, pilote émirati, vainqueur du volant Richard Mille, donc comme Hugh Barter par exemple, comme Rafael Villagomez, bon c'est pas super prestigieux, comme Timoteusz Kucharczyk justement.
Voilà, donc vainqueur du volant Richard Mille. Donc il a eu sa place tout frais payé chez MP Motorsport en F4 espagnol et il a été assez impressionnant sur la fin de saison de F4 Emirati, rookie. Il a déjà pas mal roulé, il avait pas mal roulé en F4 avant le volant Richard Mille, ce qui fait qu'il a fait des meilleurs temps que celui qui est arrivé deuxième, qui était Evan Gilter. Evan Gilter avait fini deuxième du volant Richard Mille, sauf que lui, bah, c'était sa première, alors enfin, c'était ses 2 premières journées de test, des deux premières journées avec la F4. Et lui, il avait fait deuxième sur 14, donc il avait battu plein d'autres pilotes. Mais voilà, c'est Kinoa Lazari qui avait été sélectionné du coup par Richard Mille pour cette saison avec MP Motorsport. Donc ouais, voilà, les pilotes émiratis, on sent vraiment qu'il y a un gros travail qui est fait sur la formation avec Al Rifai, Al Daeri, qui est chez Prema, qui est en F4 italienne. Il y a Al Azari du coup. Euh, je pense que voilà, les pilotes émiratis, ça va plus être des pilotes payants, c'est vraiment des pilotes formés qui ont bien préparé depuis, enfin en karting, qui ont bien préparé en F4 avec des tests et tout. Le budget est là hein, pour les Émirats Arabes Unis, hein, pour lancer les pilotes, donc ils auraient tort de s'en priver. Donc ça va être intéressant de voir ça. Et on a aussi Pedro Clerot, pilote brésilien et surtout champion de F4 brésilienne, qui fait sa première saison complète en Europe. Pour la petite anecdote, l'an dernier, il avait roulé la première manche chez AKM en F4 italienne, comme Enzo Dellini. Sauf que, bah, au contraire d'Enzo Dellini, bah, il avait pas réussi à avoir de points. Bon, c'est la petite anecdote, mais Pedro Clerot, c'est le premier champion de F4 brésilienne, qui est un championnat qui a été lancé l'an dernier. Voilà, on va voir ce que ça donne maintenant en Europe, mais c'est vrai que ça devrait jouer devant quand même. Ensuite, on a Valerio Rinicella, protégé de Giancarlo Fisichella, 16 ans, qui avait été l'un des pilotes les plus solides en F4 espagnol. Donc c'est un redoublant, il était déjà avec MP, il avait été 6ème. C'était vraiment très bon. Et en F4 Emirati, il a fait mieux que ça en étant le seul pilote capable de jouer face au Prema. Il avait fini 4ème, 0 victoire, mais quelque chose comme une dizaine de podiums. Et c'était vraiment le seul pilote capable de pouvoir jouer vraiment avec Wharton, avec Taponen, avec Ugo Chukwu. Donc voilà, Valerio Inicella, c'est même peut-être le favori principal. Voilà, toujours en forme lors des essais. Et c'est vrai qu'au vu de son expérience, au vu de son talent aussi, on peut, on peut attendre de lui que ça soit le favori principal pour le titre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de concurrence, comme j'ai déjà dit. Et évidemment, il y a un de mes autres chouchous, j'avoue. Et il n'est pas français, ça peut vous surprendre, mais du coup, c'est Jerónimo Berrio, le pilote colombien de 16 ans qu'on a vu en F4 France l'an dernier, 6ème et qui avait été auteur d'une très grosse progression hein, tout au long de l'année. Sur le premier week-end, il était totalement hors des points, puis ensuite, deuxième week-end, il jouait les points, puis ensuite les podiums, puis ensuite bah, la victoire. Et donc, du coup, il avait fini 6ème. Il retourne pour une nouvelle année en F4, mais cette fois en F4 espagnol avec MP. Mais j'aurais préféré le voir passer à l'étage supérieur car j'ai peur que malheureusement il soit peut-être un peu derrière Rinicella, derrière non peut-être pas derrière Clerot, mais voilà que ce soit pas le leader de MP et que on l'oublie un peu, qu'il passe au second plan face à Rinicella. Donc ça serait un peu dommage car Jerónimo Berrio il a du talent. Il a du talent et en plus, devinez quoi, il est sympathique. Il est vraiment très sympathique, très, très professionnel, très à l'aise aussi avec tout le monde, avec les journalistes. Donc voilà, c'est extrêmement plaisant de parler avec lui. Mais en plus de ça, il est talentueux. Donc ça change. Bon, après ça, on passe à notre équipe française. Car oui, on a une équipe française en F4 espagnol. On a Saint-Éloque. Saint-Éloque, l'équipe de GT, l'Empire en GT, en rallye, en course sur glace avec le trophée Andros, qui s'attaque maintenant à la monoplace. Donc c'est une équipe stéphanoise hein, basée à Saint-Étienne dans le 42. Voilà, qui s'attaque à la monoplace. Ils ont commencé avec la F4 espagnole et ils continuent avec la Freca cette année. Ils étaient arrivés en cours de saison avec Théophile Naël, donc le pilote français de 15 ans, de tout juste 15 ans. Ils avaient attendu son 15e anniversaire pour débuter avec eux en F4 espagnol. C'était vraiment au cours de la saison, à la quatrième manche de la saison. C'était d'ailleurs à Spa-Francorchamps.
Et voilà, depuis, ils ont fait de la F4 Emirati avec ce trio, Théophile Naël, Luciano Morano, Theodor Jensen. Théophile Naël, j'ai aussi une page qui lui est dédiée juste après. Et comme le résume très bien Homero, on a Théophile Naël et deux plutôt mauvais. Alors on a Theodor Jensen, 16 ans, pilote danois qui fait sa deuxième saison en F4 et qui est engagé à la fois en F4 danoise et en F4 espagnole. Ça, c'est le premier week-end qui s'est plutôt bien passé pour lui en F4 danoise avec une victoire. Mais bah, la F4 danoise, c'est la F4 danoise quoi. Donc voilà, Theodor Jensen malheureusement en, en F4 Emirati cet hiver, en F4 et en F4 espagnol, normalement ça devrait être plus compliqué. Mais avant ça, on doit parler de Théophile Naël, qui est peut-être l'un des pilotes français les plus sous-cotés, qui a un gros palmarès en karting dans la catégorie X30 Junior, qui a attendu patiemment, sagement ses 15 ans pour faire ses débuts en Formule 4 l'an dernier, et bah, qui était avec une nouvelle équipe. Il était avec Saint-Éloque, une équipe qui découvrait la voiture, et qui était bien loin derrière en termes de data, en termes d'expérience, face à MP, face à Campos, etc., face à même Drivex ou des équipes comme ça. Et malgré ça, Théophile Naël, il a réussi à marquer plusieurs points, à marquer 11 points en arrivant en cours de saison comme ça. Il avait marqué 11 points et lors de la saison cet hiver en F4 Emirati, il a frôlé plusieurs fois les podiums. Mais c'est vrai quand même qu'il avait tendance à être parfois un peu trop agressif en piste, hein, trop rugueux dans ses batailles, de faire des petits dépassements un peu trop en dehors des limites. Voilà, il y a 2-3 pénalités comme ça qui s'est pris et qui lui ont malheureusement fait des gros points et notamment un podium au Koweït, si je dis pas de bêtises. Mais oui, aussi, c'était d'ailleurs intéressant à souligner, c'est un pilote stéphanois dans une écurie stéphanoise, donc c'est vrai que ça peut être une histoire assez sympathique. Et au vu des essais de pré-saison, Théophile Naël, il a l'air d'être dans le coup. Alors, il a l'air vraiment d'être limite le seul à pouvoir s'inviter devant, à pouvoir se battre avec les MP, se battre avec les Campos. Donc voilà, on ne parle pas beaucoup de lui, puisque c'est vrai qu'il n'est pas dans une académie de F1, il n'a pas roulé en F4 française, donc il n'a pas non plus l'exposition qui peut aller avec en France. Mais Théophile Naël, c'est solide, c'est très agressif en piste, mais c'est toujours solide. Et aussi, évidemment, on peut imaginer pour la saison 2024, pour lui, pour le futur proche, ça paraît logique de le voir. Je pense même qu'il a déjà son baquet réservé bien au chaud en Freca l'an prochain, puisque Saint-Éloque est arrivé en Freca, cette année avec des pilotes malheureusement assez moyens. Voilà. Théophile Naël, c'est le fer de lance, comme je l'ai dit sur Twitter, c'est le fer de lance du projet Saint-Éloque. Le projet est globalement autour de lui. Alors il y a des personnes très influentes derrière le projet Saint-Éloque, comme Morgan Caron, l'ancien manager de Charles Leclerc, comme Julien Simon-Chotan, qu'on a sur Canal+, qu'on a le bonheur d'écouter sur Canal+, mais qui est aussi l'ancien ingénieur de piste de Kimi Raikkonen, qui pour moi d'ailleurs a totalement la voix de Charles Leclerc avec un léger accent belge, mais sinon pour moi c'est vraiment Charles Leclerc au niveau de la voix. Mais sinon voilà, il y a des personnes très compétentes impliquées dans le projet Saint-Éloque, et malheureusement c'est vrai que Théophile Naël est un peu le seul bon, voire même très bon pilote de l'équipe, puisqu'en Freca c'est malheureusement assez limite, et en F4, bah voilà, on a vu Theodor Jensen, et on passe évidemment à Luciano Morano. Voilà. Écoutez, bah ça va aller très vite, je vais lire. Né le 14 juillet 2005 à New York, on n'est même pas sûr parce que c'est très difficile de trouver son lieu de naissance. Lanterne rouge de tous les championnats. Donc il a fait ses débuts en monoplace en 2021 avec quelques courses en F4 France, et il a fait une saison entière de F4 française. Il a fini à la brillante position de 24e sur 24. Et cet hiver, il était en F4 Emirati avec Saint-Éloque déjà, et il a fini 45e sur 45. C'est dommage. Enfin, en fait, c'est dommage que. Alors, j'imagine que du coup, il doit avoir des soutiens financiers. Par exemple, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur la photo de Luciano Morano, tout à droite, on voit son coach. On voit Esteban Masson. Il a aucun lien avec Nadine Morano. Enfin, en tout cas, ou alors je suis pas au courant et c'est très bien caché, mais non, normalement non.
Mais voilà, il est coaché par Esteban Masson, puisqu'il fait partie de la même structure dirigée par l'ancien pilote Didier André, ancien pilote d'IndyCar. À l'époque, ça s'appelait IRL. Mm. Mais il doit avoir des bons soutiens. Mais c'est tout ce que. Voilà, malheureusement, sur la piste, c'est très compliqué, Luciano Morano. Quel est le projet derrière? Quel est le but? J'espère vraiment que les futurs pilotes de Saint-Éloque seront quand même plus talentueux, parce que voilà, l'équipe a l'air vraiment d'avoir du potentiel au vu de ce que Théophile montre, au vu de ce que Théophile montrera, on l'espère, durant cette année. Donc voilà, on espère. Après, voilà, c'est une équipe nouvelle, ils ont besoin d'argent, et voilà, on espère juste que ça va très rapidement passer à des pilotes un peu plus sérieux. On passe ensuite avec Monlau Van Amersfoort. Je fais un focus sur cette équipe puisqu'il y a quand même des pilotes assez intéressants. Pas tant malheureusement pour leur talent, donc on va passer rapidement, mais plus pour le côté historique. Car on a évidemment Pablo Sarrazin, le fils de Stéphane, qui était en F4 française l'an dernier, qui fera donc sa deuxième saison de F4, ça paraît logique. On a Ricardo Gracia, le pilote brésilien, malheureusement seulement 9ème de F4 brésilienne. Ah, c'est pas fou quoi. Enfin, voilà, la F4 brésilienne, c'est pas un niveau incroyable. Et on a Fernando Barrichello, qui est le deuxième fils de Rubens Barrichello, enfin, le multiple vice-champion du monde de Formule 1, l'ancien recordman du nombre de Grands Prix, etc. Fernando Barrichello, donc, qui est le deuxième fils. On avait le premier fils, Eduardo Barrichello, qu'on avait vu en Freca l'an dernier, et qui est retourné au Brésil, roulé d'ailleurs en stock car brésilienne avec son papa, c'est assez mignon. Mais voilà, Fernando Barrichello, malheureusement, ça n'a pas l'air fou, hein. 7ème de F4 brésilienne. Alors il y a quand même 2 victoires à la clé, mais dans l'impression laissée, il y avait des pilotes bien plus intéressants en F4 brésilienne, dont Pedro Clerot, d'ailleurs, qu'on retrouvera chez MP Motorsport. Un petit focus quand même sur Pablo Sarrazin, qui est donc le 4e français engagé du championnat, né le 26 octobre 2005 dans le charmant village de Saint-Privat de Chanclos. C'est voilà, dans le Gard, voilà, dans l'arrondissement d'Alès, voilà, pour ceux qui connaissent. C'est bien évidemment le fils de Stéphane Sarrazin, voilà, ce qui est le touche-à-tout par excellence, hein, F1, rallye, endurance, sûrement d'autres trucs que j'ai oubliés, mais voilà, Stéphane Sarrazin, il a tout fait dans sa carrière, et du coup, bah, le fils, il se dit, tiens, si je faisais pareil, et du coup, en parallèle de sa carrière de F4, il fait du rallye, avec plusieurs podiums, plusieurs victoires dans sa catégorie à la clé. Malheureusement, bah, sur la piste avec les F4, il avait fait 18ème. 18ème de F4 française. Il avait été le représentant français lors des FIA Motorsport Games et avait fait 10ème quand il y avait des pilotes bien plus talentueux, hein, qui auraient pu prendre sa place. Mais bon, bref, un pilote garé né dans le Gard. Il n'est pas non plus garé, hein, il n'est pas non plus à la rue comme un Luciano Morano peut l'être, mais Pablo Sarrazin, c'est vrai que c'est très dur de s'enthousiasmer. On espère qu'il battra ses coéquipiers et l'air de rien, il reste jeune. Ça sera que sa deuxième saison de F4, donc bah écoutons, voilà, hein, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On note aussi qu'il a le soutien assez précieux de KCMG. KCMG qui est l'équipe hongkongaise qui est engagée notamment en Super Formula avec notamment Kamui Kobayashi. Bah, il est plus rallye que circuit, me dit Benchdid dans le chat. Bah, du coup, justement, pourquoi continuer dans la voie de la Formule 4, puisqu'il a l'air d'avoir beaucoup plus de talent dans le rallye, ça c'est incontestable au vu des résultats, mais malgré ça, il va dépenser, alors je sais pas le prix exact, hein, mais il va dépenser peut-être 200 000, 300 000 euros dans une saison de F4 espagnole avec Monlau Van Amersfoort, qui est l'antenne espagnole de Van Amersfoort Racing. Je vois pas là non plus, je vois pas vraiment le projet. Après, peut-être qu'il ouais, voilà, pour moi, ça serait plus pertinent de se concentrer vraiment vers le rallye. Après, voilà, il reste encore très jeune, il y a encore une grosse marge de progression, on l'espère, et surtout il faudra battre ses coéquipiers pour espérer quelque chose. Vu qu'il est soutenu par une équipe de Super Formula, peut-être que l'espoir peut être de partir au Japon sur une carrière en Super Formula Light, relancer sa carrière, je sais pas, mais en tout cas, dans la monoplace européenne, j'ai du mal à le voir plus haut. Mais après, voir Pablo Sarrazin, voir le fils de Stéphane continuer, ça serait vraiment génial. Il ne veut pas se fermer de porte.
Ça se tient. Non, mais ça se tient, mais enfin, je trouve ça. En tout cas, ça veut dire qu'il a le budget. Donc ça veut dire que c'est une bonne chose, mais en tout cas, euh, ça fait quand même une saison à 200 000, 300 000 euros. Voilà, faut. S'il a les moyens, tant mieux. Et on espère qu'il pourra continuer sa progression. Mais en tout cas, voilà, donc un profil un peu comme son père. Et c'est intéressant de voir où sa carrière va partir. Puisque voilà, Stéphane Sarrazin, par exemple, il a fait un Grand Prix de F1 et on se souvient pas de lui pour ça, j'ai envie de dire. On se souvient pas de lui pour ça, mais voilà, il a fait un peu de tout, il a beaucoup gagné. Et on espère que du coup le fils pourra faire pareil. Ça serait quand même une histoire assez sympa. Ensuite, on a les autres, et là ça va aller très rapidement parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. DriveX qui a Daniel Nogales comme pilote leader, comme pilote redoublant, il avait fait 14e l'an dernier. Et beaucoup de pilotes de l'académie de Sergei Sirotkin, le pilote russe, ancien pilote Williams de F1 qui avait lancé son académie, qui a envoyé plein de pilotes. Pas de chance, ils ont tous l'air sympathiques. Ils ont tous l'air non, vraiment, vraiment très moyens au vu des essais, hein. Donc on a Georg Zurawski, on a Alexander Abkazava, qui a quand même l'air quand même au-dessus des autres, Alexander Bolduev, et on a aussi Juan Cota, Maximiliano Restrepo d'Espagne et de Colombie, qui n'ont pas montré grand-chose non plus. Chez GRS, on a Carl Bennett et on a Daniel Macia, ancien 5e de F4 espagnol, qui revient pour l'équipe, enfin pour aider l'équipe, je pense. Il a déjà 21 ans. Technicar qui, a priori, sera en coopération avec Campos, qui serait une sorte d'équipe B de Campos, avec notamment Genet, avec Eric Genet, qui est tout simplement le neveu de Marc Genet, donc l'ancien pilote de F1, et donc neveu de Marc Genet, aussi fils de Jordi Genet. Ouais, ouais, c'est bien ça. Fils de Jordi Genet, neveu de Marc. Jordi Genet qui était un pilote en voiture de tourisme qui avait gagné plusieurs courses en WTCC à l'époque. On a Griffin Peebles, l'Australien. On a Iyu Yamakoshi qui n'a pas été confirmé et qui roulera en F4 française ce week-end, mais il devrait faire un peu comme Hugh Barter, il devrait faire un peu le reste de la saison, sauf qu'il devrait prioriser la F4 française par rapport à la F4 espagnole. Ensuite, chez Carly, on a Ninovic, Federico Alrifai des Émirats Arabes Unis et Noah Lyle de Nouvelle-Zélande. Vainqueur d'une course de F4 britannique il y a 2 semaines et qui va louper la deuxième manche de F4 britannique pour faire la F4 espagnole. Donc c'est difficilement compréhensible, puisque quand tu es deuxième de F4 britannique, tu essayes de garder cette place, mais bon, soit. Et chez Kram, on a Alex Silvaggi et Flavio Oliveri d'Italie. Bon, bref, je vois que je commence à en perdre certains dans le chat. Ouais, Carlin a un bon line-up, mais en tout cas aux essais, ils étaient assez anonymes. Je remets encore une fois les horaires, vous pouvez screen, vous pouvez aussi retrouver ça sur un lien que je vais envoyer incessamment sous peu. Et c'est pour ça que j'essaye de broder, là par exemple, le temps que je copie le lien, que je ferme l'onglet, que je rouvre Streamlabs et que j'envoie le message. Donc voilà pour le planning de la F4 espagnole de l'Eurocup 3. Et on peut passer maintenant à la F4 française. Évidemment, avec la F4 française, on a Evan Gilter, on a Kevin Foster, etc. Ça va m'aider parce que je couvre la F4 pour un média, nous dit VTL Spin. Sérieux? C'est lourd? Pour, c'est pourquoi? C'est pour un truc local ou un truc de sport auto? Bah, en tout cas, t'as de la chance. J'aurais bien aimé être à Manicourt comme l'an dernier. Point compte Twitter, ok, pas lourd. Mais du coup, c'est vrai qu'il y aura aussi là-bas du très beau spectacle en F4 française. Je ne serai pas là malheureusement car je serai à Spa-Francorchamps. Voilà, donc on aura les essais libres le vendredi matin, les qualifications le vendredi après-midi, les deux courses le samedi et la troisième course le dimanche. Donc ça sera voilà, 8h30 quand même, ça va peut-être un peu picoter, mais voilà. Et surtout, voilà, un petit point quand même sur le championnat, avec petite dédicace à Jason Vian et Antoine Lamarck qui font des très belles photos. Donc je voulais les remercier, qui ont permis d'accéder à ces photos. Evan Gilter, l'actuel leader du championnat, qui a
voilà, enfin, Evan Gilter, Kevin Foster, je n'ai de cesse de le dire, mais ils sont tous les deux très talentueux. C'était leur premier week-end de F4. Bah, c'est difficile à croire. C'est difficile à croire quand on voit leurs résultats, quand on a vu leur aisance à la fois en grille inversée, à la fois en qualification, à la fois lors des courses. Vraiment, on avait l'impression que c'était déjà leur troisième année de F4. C'était très impressionnant. Donc ils vont continuer leur mano à mano. Alors peut-être est-ce que des pilotes vont réussir à un peu les titiller. Honnêtement, je vois pas ça arriver. Enfin, pour moi, Evan Gilter et Kevin Foster, donc Evan Gilter 16 ans, Kevin Foster 19 ans et lauréat du volant Feed Racing de Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié, pour moi, ces deux-là me paraissent être dans leur dimension. Ils me paraissent vraiment au-dessus. Alors certes, on a quelques redoublants. On a des redoublants qui sont d'ailleurs 3e, 4e, 5e et 6e. Ils étaient déjà là l'an dernier. Mais malgré ça, ils ont été totalement emportés par la fougue de Gilter et de Foster. Donc on a Enzo Peugeot 3e, Lopez 4, Andriolo 5, le protégé de Winfield, Enzo Richet 6e. 19 ans F4, ça pique. Non, non, bah en fait, ça dépend c'est quoi l'objectif. Et pour Kevin Foster, l'objectif, il le dit très bien lui-même, c'est pas la F1. Il sait très bien pertinemment que il fera pas de F1, qu'il est globalement trop vieux et ça lui pose pas tellement de problèmes. Lui, ça vraiment, c'est assez particulier, mais son délire, c'est vraiment la Super Formula. C'est son objectif totalement. Et il espère monter l'an prochain en Freca ou en Super Formula Lights au Japon directement et vraiment essayer d'arriver en Super Formula. Mais sinon, 19 ans F4, bah, j'ai envie de dire à la rigueur, l'âge, on s'en fiche un peu. Tant que tu es performant, tant que tu gagnes des courses, et surtout, c'était son premier week-end de F4. Premier week-end de F4 et il gagne déjà des courses, bah, quel que soit l'âge, ça reste très impressionnant. Puisque, voilà. Maintenant, on va falloir voir est-ce que Evan Gilter et Kevin Foster vont continuer cette bataille aussi serrée, hein. Voilà, il n'y a que 9 points de différence. Evan Gilter avait l'air d'avoir un truc en plus en qualification quand il a signé les deux pôles. Mais voilà, Kevin Foster était pas loin. Ça va être intéressant de voir de voir comment cette bataille se poursuit. Et puis oui, Kevin Foster qui nous avait gratifié une des meilleures célébrations de victoire de l'histoire de la F4 française, je pense. La meilleure célébration tout court. C'était assez sympa, assez rafraîchissant à voir aussi. Donc voilà, Gilter, Foster, voilà, c'est tout là-haut et je pense que ça va continuer à être tout là-haut. Petit avantage quand même à Kevin Foster sur ce circuit car c'est là où il avait remporté le volant Feed Racing en septembre dernier. Donc voilà, il y a des bonnes émotions quand même, enfin, il y a des bons souvenirs et il connaît déjà du coup le circuit, même si c'était avec des F4 ancienne génération. Évidemment, oui, vous vous souvenez peut-être du live ou alors des previews que j'ai fait pour Feeder Series. J'avais parlé de plusieurs favoris, j'avais parlé de Gilter, de Foster, de Peugeot, de Andriolo, et j'en avais parlé d'un cinquième, qui est malheureusement Edgar Pierre, 21e, et comme le souligne Homero, c'est vrai que son coach, qui est je ne sais pas s'il est particulièrement influent, mais en tout cas très expérimenté, qui coach avec beaucoup de pilotes de F2, de F3, de F4, qui est Bruno Besson, voilà, son nom m'échappait, qui bosse beaucoup notamment avec l'Alpine Academy. Malheureusement pour Edgar Pierre, ça s'est très mal passé à Nogaro. Aucun feeling avec la voiture, pas vraiment d'explication malheureusement. C'est encore plus surprenant car il était vraiment. Il volait littéralement lors des essais de pré-saison à Nogaro. Il mettait 6 dixièmes à tout le monde. Là, il s'est retrouvé, il était même dernier du championnat pendant un moment. Edgar Pierre, normalement, c'est un des favoris, quoi. Donc on va voir comment ça évolue. De toute façon, il va vite falloir se remettre en selle, hein, puisqu'il n'y a que 6 meetings. Il y a 7 meetings dans la saison. Déjà, un septième de la saison a été complété, hein, on peut le voir comme ça. Donc va vite falloir se reprendre. Et sinon, on essaiera de voir aussi. Alors, je crois pas que Nitram est dans le chat, sinon il nous aurait déjà parlé de Yannis Steven Haydens. Mais on essaiera de voir comment il poursuivra sa progression avec un premier podium. Il y avait aussi le roumain Lucas Savou qui était pas mal. Et Louis Schlesser qui avait un peu galéré avec la gestion des pneus, mais qui avait l'air plutôt rapide aussi. Voilà, après il y a beaucoup de noms quand même à surveiller. Mais j'ai tendance à les voir quand même un ou deux crans, ou trois, quatre, en dessous de Evan Gilter. Et
Kevin Foster. Voilà, je vous remets le classement de F4 italienne. Et il y a aussi le classement de la GB3, la F3 britannique qui fait son deuxième week-end. De la saison. Il y a un Français engagé, Arthur Rojon, 22e seulement, mais en vrai, il a été très surprenant et jouait plutôt le top 10 lors des courses. Malheureusement, deux accrochages avec Alex Dunn l'ont empêché de viser vraiment plus haut. Voilà, beaucoup de noms assez connus comme Alex Dunn, comme Suta Arao, qu'on avait vu en F4 France l'an dernier, qui est en difficulté pour l'instant. C'est surtout les Britanniques qui se débrouillent vraiment très bien pour l'instant avec Joseph Lowe, James Headley, Calum Voisin. Donc voilà, c'est toujours. On a un fan de Joseph Lowe. Et bah, je ne savais pas que ça existait en France des fans de Joseph Lowe. Mais donc voilà, premier week-end très solide pour Joseph Lowe et James Headley. Ces deux-là ont vraiment été au-dessus. Et voilà, Alex Dunn un peu décevant. Écoutez, j'ai un peu dit tout ce que j'ai. Il est pote avec un pote à moi, c'est pour ça. Ok, ah marrant. Marrant. J'ai dit un peu globalement tout ce que j'avais à dire sur ce championnat, sur la F4 espagnole, sur l'Eurocup 3, aussi sur la F4 France qui reprend ce week-end à Manicourt. Euh, Écoutez, ça va être une saison vraiment intéressante, pas que pour Enzo Dell'Igny, mais voilà, il y a un niveau très élevé avec Rini Cella, Clairot, Stromstred, Christian Ho, Dell'Igny évidemment. Donc j'ai vraiment hâte de voir le dénouement, en tout cas au moins de cette première manche, de voir ça sur place, ça va être assez particulier, en tout cas ça va être assez stressant aussi. Donc on verra comment ça se passe. Homero qui nous demande, tu penses quoi de la rumeur d'Oriane Pain en F3 avec Prema? Hmm, C'est une très bonne question. Bah, de base, moi j'aurais envie de dire c'est totalement débile, ça n'a aucun sens. Elle est en train de faire un début de saison phénoménal en WEC, en LMP2 chez Prema. Non, elle n'a pas encore gagné, mais elle a fait des podiums euh, avec Daniel Kvyat, avec Mirko Bortolotti. On voit directement qu'il y a une possibilité peut-être pour un volant en hypercar, dans la catégorie hypercar chez Lamborghini, vu qu'il bosse avec Prema. On se dit c'est possible. Et c'est vrai que pendant l'hiver, elle a testé en Formule 3, la Formule 3 de Prema, vraiment donc, enfin, alors, elle a pas testé Formule 3 parce que c'est illégal, mais elle a testé des anciennes GP3 comme Paul Aron, comme Dino Beganovic. En fait, globalement, il y avait 4 pilotes Prema qui testaient pendant l'hiver, qui testaient les anciennes GP3. Il y avait Aron, Beganovic, O'Sullivan et Dorian Pain. Malheureusement, j'ai pas accès au chrono, je sais pas vraiment ce que ça a donné, mais j'imagine quand même que Dorian Pain était derrière. Et vraiment, je ne comprends pas. J'espère de tout mon cœur qu'elle n'ira pas dans cette voie. Alors, évidemment, il y a toujours le rêve de la F1 et tout, ouais, d'être la première femme depuis la Lombardie, etc. Trop cool. Mais ça serait. Enfin, ça pourrait être tellement un gâchis monumental. Je préfère limite qu'elle passe en hypercar et que avec toutes ses performances et tout, elle ait un siège en F1 directement. Mais en fait, redescendre dans les formules de promotion, redescendre en F3 ou même redescendre en F2, enfin voilà, ça serait un pas en arrière. Il faut vraiment pas qu'elle prenne cette voie. Elle a énormément à perdre. Là, tout le monde la vénère. Enfin, quand on se balade sur Twitter, tout le monde la vénère. C'est vraiment super pour elle et tout. Elle vit quelque chose de dingue. C'est la révélation. Euh, Bah, non, mais en vrai, avec Despines, pour vous parler de Sofia Flörsch, ouais, je ne comprends absolument pas cette décision qu'elle a eue de quitter le LMP2 pour partir en F3, surtout avec PHM, qui est quand même l'une des pires équipes. Euh, voilà, il y a un rapport bénéfice-risque, ça serait une catastrophe pour Dorian Pain. Alors c'est vrai, il y a peut-être une chance, il y a peut-être un monde où elle arrive en F3 chez Prema et elle roule sur tout le monde. Faut être un peu réaliste quand même. Dorian Pain, elle avait fait 5ème du championnat de France junior de karting face à des pilotes comme, je ne me rappelle plus c'était quel pilote, mais Elliot Véron, Esteban Masson, Maceo Capieto. 5ème, donc c'était déjà très très bon. Mais enfin, si elle arrive chez Prema en F3, par exemple, elle sera associée à Andrea Kimi Antonelli, très probablement, à Raphaël Camara. Je suis désolé, mais j'ai pas envie de voir ça. Et en plus, Dorian Pain,
on a tendance à l'oublier puisqu'elle est très jeune évidemment pour le WEC, mais elle a déjà 19 ans. 19 ans et être en F3. Enfin, et si elle se faisait battre par des pilotes comme Andrea Kimi Antonelli, ça serait. Oui, puis en plus, il y a le passage à la F2 qui serait peut-être encore plus compliqué. C'est ultra. Vraiment. J'espère de tout mon cœur qu'elle ne prendra pas cette direction. Mais c'est vrai qu'en en fait, ça dépend beaucoup de ce que décide la dame qui la supporte financièrement. C'est la milliardaire Deborah Mayer, enfin, la fondatrice d'Iron Lynx, qui dirige maintenant Prema, puisque Iron Lynx et Prema ont fusionné globalement. Et maintenant, d'ailleurs, Deborah Mayer, qui est maintenant à la commission FIA pour les femmes en sport auto, etc. Donc, peut-être que Deborah Mayer, elle a ce plan depuis le début. Après, il y a aussi une théorie sur Twitter qui dit qu'elle a testé des F3 pour s'habituer avec, des voitures qui ont un appui aéro important, des choses comme ça, puisque les F3 et les LMP2 seraient en fait assez similaires. J'avoue que j'ai piloté aucune des deux. Enfin, la seule F3 que j'ai pilotée datait des années 90. Donc, je ne sais pas. Voilà, j'espère vraiment que c'est cette théorie qui est vraie, hein, puisque voilà, ce serait un risque terrible. Et on me demande, oui, ce que fait Elliott Véron. Et bah, malheureusement, Elliott Véron, un peu la même qu'Adrien David. Rien, rien pour l'instant. Et malheureusement, ça ne devrait pas changer pour cette année. Voilà, quatrième de F4 française. C'était trop bon pour redoubler en F4, mais peut-être trop juste pour convaincre des sponsors et passer en Freca. Il a clairement le talent pour la Freca. Pour moi, Elliott Véron a vraiment un très gros talent. Mais ouais, cette quatrième place, c'est pas assez vendeur, je pense, pour les sponsors. Et voilà, c'est un pilote qui a toujours été un peu limite, question budget. C'est notamment pour ça qu'il avait fait l'école Feed Racing, qu'il avait été finaliste, qu'il avait été deuxième, qu'il avait été battu pour 2 millièmes de seconde en finale. C'était assez exceptionnel. Mais malheureusement, Elliott Véron, qui manque, qui ne sera pas sur la grille cette année. Évidemment, on ne peut pas finir ce live sans la traditionnelle question sur Adrien David. Écoutez, on est en mai. On est en mai. Je pense qu'on peut se dire que Adrien David, malheureusement, ne sera pas dans une voiture cette année. C'est la piquette. C'est totalement inattendu, surtout puisqu'on avait l'impression qu'il avait 36 000 options. Mais voilà, début mai, t'as pas de volant, j'ai du mal à voir comment. Après, Adrien David est toujours très actif voilà, sur les réseaux sociaux. Mais comme il l'a dit à son dernier post, il préférerait être au volant plutôt que faire l'influenceur. Ouais, peut-être qu'il sera en F3, ouais. Non, mais c'est vrai que le Denis, c'est une bonne option. C'est vrai que, bah ouais. Ouais, il sera totalement à Imola et tout, et puis il va rouler dans une Prema et tout. En vrai, il le mériterait, mais on sait malheureusement que ça ne passera pas, que ça va pas se passer comme ça, malheureusement, il le mériterait. Surtout quand on voit à quel point son coéquipier Gabriel Bortoleto, qu'il avait dominé l'an dernier en Freca, domine le championnat de F3 aujourd'hui. Voilà, il y a vraiment des regrets à avoir. Le projet pour Adrien David, normalement, c'est toujours d'essayer d'avoir une place en LMP2. Maintenant, je pense surtout qu'il a envie d'être payé et non plus de donner de l'argent pour courir. Je pense qu'il a plus de finances du tout et qu'il a besoin de gagner sa vie en tant que pilote tout simplement. Et malheureusement, j'ai du mal à me l'expliquer, mais visiblement les équipes ne sont pas prêtes à payer Adrien David, qui doit quand même être l'un des meilleurs pilotes silver qui doit exister, je pense, qui est disponible sur le marché. Malheureusement, voilà, il n'y a pas de proposition, il n'y a pas de contrat sur la table. C'est pas passé loin avec Alpine, c'est pas passé loin avec Panis Racing. Je sais pas, toutes les options se sont évanouies une à une. Alors maintenant, il est coach. Il est coach pour les pilotes comme Lola Lovinfoss chez Campos en F1 Academy. Voilà, donc Lola a fait son premier podium, très bien. Il s'occupe aussi pas mal de pilotes. Il a gardé des très bons contacts évidemment chez Air Race. Où il s'occupe pas de Raphaël Narak justement, mais de ses coéquipiers en F4, de certains coéquipiers comme je ne me rappelle plus les noms. Mais voilà, malheureusement, pas de bonnes nouvelles de mon côté pour Adrien David. Je commence la propagande Lola.
Vitespin, t'es bien gentil, mais Lola, j'avoue que je vais être plus actif dans la propagande Enzo Deini que dans la propagande de Lola Loinfos, hein, puisque voilà, je n'en dis pas plus. Si vous voulez, vous pouvez voir la chaîne YouTube Percy VOD pour le live sur la F1 Academy. C'était des bons débuts en vrai, hein. Enfin, c'était des... En vrai, je m'attendais à mieux, mais même dans un week-end où elle est pas ouf, bah, elle fait quand même un podium. Donc c'est vrai que c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Mais voilà, j'en ai parlé en long, en large, en travers avec Tim. Écoutez, on s'approche de l'heure fatidique. Il est bientôt 20 h et il est 20 h et je pense que c'est l'heure pour aller manger, pour faire autre chose, pour occuper sa soirée. Écoutez, c'était un live bien sympa. Voilà, donc je peux remettre même rapidement les horaires. Je peux mettre rapidement les horaires pour le week-end de F4 espagnol. Tout est là, j'ai envoyé le lien dans le chat. Oui, voilà, 20 h. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je savais qu'il y avait quelque chose, mais je savais qu'il y avait quelque chose, mais je m'en rappelais plus. Mais oui, a priori, à 20 h, normalement, Squeezie sur sa chaîne Twitch va annoncer le Grand Prix Explorer 2 qui devrait toujours se tenir au circuit du Mans. Voilà, donc je pense que c'est une heure parfaite, timing parfait pour arrêter le live. D'ici là, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et surtout un très très bon week-end avec la F4 espagnole, l'Eurocup 3, la F4 France, il y a tout. Il y a aussi la F1 Academy d'ailleurs, il y a tout, il y a tout. Donc voilà, amusez-vous bien, très bon week-end. Salut!